Bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer la deuxième table ronde. Donc, de mon côté, je m'appelle Florian. Donc, je suis l'un des co-organisateurs, on va dire, du groupe du LIER de Bruxelles, donc avec Adeline et Julien qui sont dans la salle. Donc, le LIER a créé ce groupe local et thématique à Bruxelles, à la fois pour avoir un ancrage donc, dans la capitale européenne et pour pouvoir avoir un groupe qui travaille sur les politiques européennes. Donc c'est notamment ce groupe-là qui a été à l'origine de la publication sur renforcer le pacte vert européen l'année dernière et qui a été mentionné lors de la première table ronde par Clémence. Voilà, donc aujourd'hui, sur la deuxième table ronde, donc nous allons parler un peu de quelle ambition écologique pour l'Europe et comment l'Europe peut-elle changer les lignes en matière d'ambition environnementale. Je ne vais pas répéter l'introduction qui a été faite par M. Gemène tout à l'heure, mais le point important, c'est effectivement que sous cette mandature, on a eu un pacte vert européen qui a été un grand marqueur et qui a été annoncé dès 2019 comme étant l'une des grandes priorités de cette commission. Les deux autres étant tout ce qui était numérisation et tout ce qui était géopolitique. Mais au cours des années, on va dire que le vert du pacte vert s'est un peu étiolé et ce n'est pas grâce au soleil de Bruxelles, mais plutôt par des revirements, notamment dans le camp de la droite et de l'extrême droite, qui ont commencé à détricoter certaines ambitions, notamment depuis 2 ans avec l'invasion de l'Ukraine, qui a été mise en avant comme un des arguments pour changer cette priorité. Alors, les différents participants que vous avez devant vous vont parler un peu de leurs expériences, donc ce sont tous des représentants de la société civile. Ils vont parler un peu des échecs et des réussites sous cette mandature-là, afin d'en dégager des facteurs de succès qui pourraient être source d'inspiration pour la prochaine mandature et permettre d'identifier comment on peut renforcer l'ambition environnementale malgré, on va dire, les sinistres prémonitions, j'espère pas, enfin, en tout cas les annonces mauvaises faites dans les sondages. Donc, les 4 participants, donc on va commencer par Fuc Van Nguyen, donc qui est chercheur sur les politiques énergétiques à l'Institut Jacques Delors et qui est juriste de formation. Ensuite, on continuera avec Mathilde, donc vous avez déjà vu, mais je ne sais pas si elle a été présentée aujourd'hui. Donc, tu es politiste de formation, donc tu travailles comme co-directrice à l'Institut Veblen sur tout ce qui est lien entre commerce et environnement. Nous allons ensuite continuer avec Camille Doriot, donc ingénieur agronome de formation spécialisé en agroécologie et qui est maintenant directeur de campagne dans l'ONG Foodwatch sur les politiques alimentaires et agroalimentaires. Et nous finirons par Thierry Philippona, donc qui est économiste de formation, chef économiste de Finance Watch, une autre ONG spécialisée sur les questions financières. Et donc Thierry, tu es aussi un spécialiste des liens entre théorie et pratique économique et entre finance et économie productive. On va commencer donc par Fouque. Donc je t'invite à prendre la parole et à nous parler d'un exemple de succès ou d'échec. On va commencer évidemment par le succès. On a beaucoup parlé du pacte vert européen. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à la précédente table ronde. Il est vrai que le pacte vert européen a sans doute été très encouragé par la fameuse vague verte qu'on a pu voir dans les urnes en 2019, qui n'avait pas été anticipée par une grande partie des sondeurs et qui trouve des déterminants, comme on l'a rappelé avec les Fridays for Futures à l'époque, et l'ensemble de conjonctions qui ont pu permettre de réunir ce dernier. Mais il faut aussi comprendre qu'à l'époque, il y avait une aspiration des institutions européennes. C'est-à-dire que dès 2018, les chefs d'État et de gouvernement avaient chargé la Commission européenne de présenter ce qu'on appelle une stratégie de long terme. Ces stratégies de long terme avaient été ensuite présentées par la Commission européenne avant les élections de 2019 et avaient introduit le concept de neutralité climatique. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès 2018, on avait une conscientisation de la part des chefs d'État et de gouvernement de l'importance cruciale du rôle que pouvait jouer l'environnement, la question climatique dans le cadre des élections européennes. Lorsqu'on regarde désormais ce qui se passe en termes de priorité à l'heure actuelle, on se rend compte que l'environnement est dilué dans un ensemble de priorités beaucoup plus grandes. Ces ensembles de priorités sont les suivantes, sont la question de la défense européenne, sont la question de la santé, sont la question de l'agriculture. Et lorsque j'énonce ces priorités, vous vous rendez bien compte qu'elles sont une réponse aux chocs de souveraineté qui ont traversé l'Union européenne ces dernières années, le Covid, la guerre en Ukraine et la récente colère des agriculteurs. Tout ça pour vous dire que le succès d'hier, il peut potentiellement être reproduit à condition de redonner les ingrédients qui ont permis à l'époque son émergence. Un des ingrédients, c'était la mobilisation électorale qui a été évidemment très forte, mais il faudra également derrière convaincre l'ensemble des gouvernants. Et c'est là où je veux en venir.
sur le rôle du pacte vert européen. Le pacte vert européen, c'est pour la première fois à l'échelle mondiale, on peut insister là-dessus, un ensemble de règles qui vont nous permettre de repenser la manière dont on se déplace, dont on consomme, dont on produit à l'échelle d'un continent, à l'échelle de 450 millions d'Européens. Et j'insiste sur ce terme, sur ce chiffre, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que désormais, on est dans une course contre la montre vis-à-vis du climat, mais également une course vis-à-vis de nos partenaires internationaux, la Chine, les États-Unis. Cette course, c'est la course aux technologies vertes, les technologies de demain qui vont nous permettre justement d'atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. C'est pouvoir faire en sorte de produire des panneaux solaires sur notre sol. C'est pouvoir faire en sorte de produire des batteries sur notre sol. C'est pouvoir faire en sorte de produire des véhicules électriques sur notre sol. Et toute cette course-là, elle a été engagée par le Pacte vert européen. Le Pacte vert européen, c'est un ensemble de normes, et j'insiste vraiment sur le terme de normes, puisque c'est là où l'Union européenne, elle excelle. C'est dans l'établissement de normes, pour mettre en place un mouvement au niveau européen et un mouvement au mouvement mondial pour faire en sorte de s'engager vers l'atteinte de la neutralité climatique. Un exemple très concret, à partir du moment où on veut interdire la fin de vente du véhicule thermique neuf à l'horizon 2035, quel signal envoie-t-on aux Chinois? On leur dit très clairement, en 2035, on veut être en capacité d'acheter des véhicules électriques. Si vous n'êtes pas en capacité de les produire, ces véhicules électriques, on les produira chez nous et vous n'aurez plus de part de marché. C'est ça le signal du Pacte vert européen. Et c'est ça le succès en fait, de l'Union européenne, c'est d'avoir réussi à mettre en place un cap réglementaire sur lequel il va désormais falloir s'y tenir, et c'est tout l'enjeu en fait de la prochaine mandature, c'est de faire en sorte de sécuriser les objectifs qui ont été votés ces 5 dernières années, pour faire en sorte justement qu'en 2030, on puisse réussir cette ambition-là. Maintenant, la question qui se pose, et c'est peut-être là le plus grand point d'interrogation à l'aune de ces élections européennes, c'est de savoir quels moyens on va mettre derrière cette ambition climatique. Dit autrement, c'est se donner les moyens de nos ambitions climatiques. Ce sont les moyens financiers. À l'heure actuelle, les chiffrages sont à peu près unanimes, en tout cas dans les ordres de grandeur. On investit chaque année environ 400 milliards d'euros dans la transition énergétique au niveau européen. Il faut doubler ce chiffre-là. Il faut mettre 800 milliards d'euros sur la table. Dit autrement, il faut l'équivalent de globalement 5% de PIB au niveau européen. La question qui se pose, c'est comment on est en capacité de débloquer cet argent. Plusieurs options sont sur la table, évidemment. On a fait quelque chose d'inédit au cours de la crise Covid. On a fait un emprunt commun au niveau européen. Ensemble, les 27, on s'est mis autour de la table, on a emprunté 700 milliards d'euros pour financer l'achat de vaccins, pour financer la solidarité au niveau européen. La question qui se pose désormais, avec les priorités qui sont les nôtres, qui sont évidemment celles du climat, mais qui sont également celles de la défense à très court terme, vont être de savoir, est-ce qu'on est en capacité de reproduire ce type d'effort pour faire justement en sorte de se donner les moyens de nos ambitions climatiques. Si on n'arrive pas à faire ça, on sera dans une situation très concrète où on dépendra de la Chine pour nos panneaux solaires, comme c'est déjà le cas à l'heure actuelle. On dépendra des États-Unis pour la fabrication d'éoliennes. On dépendra de l'Inde pour l'autre type de fabrication des technologies vertes de demain. C'est ça, en fait, l'enjeu des élections européennes. C'est ça l'enjeu de la suite à donner au Pacte vert européen. Et je vais conclure cette intervention en peut-être mentionnant un échec, en réalité, de ce Pacte vert européen. C'est la question très thématique environnementale. On a beaucoup parlé là des questions relatives au transport, des questions relatives à l'énergie, mais sur la question environnementale, on se rend compte qu'il y a eu une forme de réticence de la part du Parlement européen. On l'a vu sur la question des pesticides, où le Parlement européen a décidé de ne pas voter un règlement qui avait été introduit par la Commission européenne. On l'a vu sur la question de la loi de la nature et la restauration, où le Parlement européen a voté une proposition de loi qui était bien moins ambitieuse que la proposition initiale de la Commission européenne. Et c'est ça le principal échec, c'est sur la question environnementale qui pourrait donner quelque chose qui est bien plus, entre guillemets, pernicieux. C'est le fait qu'une partie des États membres, suite aux résultats des élections européennes, amalgame ce rejet pour les questions environnementales en un rejet plus fort pour les questions climatiques et paralyse le Parlement européen pour les 5 années à venir. C'est donc ça, en fait, tout l'enjeu des élections européennes qui vont se tenir le 9 juin prochain, c'est de faire en sorte d'envoyer un signal que la transition énergétique, non seulement nous l'avons soutenue et nous l'avons légitimée démocratiquement en 2019, mais désormais, nous voulons nous donner les moyens de nos ambitions. Merci. Je passe la parole maintenant du coup à Mathilde. On a déjà commencé à parler un peu du lien ou comment le marché européen pouvait être un vecteur de l'ambition. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur
les nouvelles règles d'accès au marché européen et comment ça a pu être une source de succès d'un côté, mais aussi quelques échecs à signaler. Merci. Alors effectivement, on voulait profiter de cette séance pour parler de certaines innovations qui ont été développées par l'Union européenne au cours de ce mandat, et notamment les nouvelles exigences qui ont été adoptées pour l'accès au marché européen. Ça a été bien souligné en introduction tout à l'heure. L'Union européenne, c'est un gros marché de consommateurs riches par rapport au reste du monde, 450 millions de consommateurs. Et c'est vrai que quand on fixe des normes sur les produits qui vont pouvoir être commercialisés sur le marché européen, on envoie un signal très clair et on a un effet direct sur les procédés de production dans les pays tiers. Et dans ce pacte vert européen, il y avait donc tout un exercice de mise en cohérence des politiques publiques avec un serment vert, le serment de ne pas nuire, donc d'essayer de regarder toutes les politiques publiques les unes après les autres et de regarder comment les transformer pour les aligner avec ces grands objectifs de neutralité climatique, enfin, carbone et de décorrélation de l'usage des ressources. Sur la question commerciale, il y a eu un vrai changement de paradigme qui a commencé à être opéré avec des règles beaucoup plus fortes. Et on a remis dans les discussions des choses qui étaient un peu des serpents de mer et qui étaient beaucoup poussées notamment par les Français depuis longtemps, mais qui n'avaient jamais emporté l'adhésion du reste des pays de l'Union européenne. Et donc je pense à 2 séries de mesures. En 2023, on a adopté le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, qui s'applique à certains secteurs d'activité et qui sera effectif en 2026. On a aussi adopté un règlement sur la déforestation importée, puisque l'Union européenne, par sa consommation, est responsable d'une grande partie de la déforestation internationale qui est générée ensuite par le commerce international. On a aussi adopté un autre texte qui prévoit l'interdiction d'importer des produits avec des traces de 2 néonicotinoïdes qui sont interdits dans l'Union européenne pour des raisons environnementales. Et là, c'était la première fois que l'Union européenne justifiait une mesure sur des pesticides, sur des produits importés, non pas seulement pour protéger la santé du consommateur européen, mais aussi la protection de la biodiversité dans les pays de production. Donc c'est un vrai pas qui a été franchi avec cette mesure-là. Et puis en 2024, il y a la directive sur le devoir de vigilance qui a aussi été adoptée, alors non pas sans difficulté, mais c'est presque bon. Il faut le dernier aval du Conseil cette semaine ou la semaine prochaine, je crois. Et puis un autre texte sur les produits issus du travail forcé, qui doit aussi être encore entériné par le Conseil, mais où on voit que là, on a à la fois des sujets en plus environnementaux et des sujets plus sociaux et droits humains sur lesquels il y a un vrai effort de la part de l'Union européenne d'avoir une approche cohérente et de se dire que oui, il faut renforcer les standards de production dans l'Union européenne pour tenir nos objectifs, mais il faut aussi s'intéresser aux impacts de ce que nous consommons dans les pays tiers et que c'est important aussi comme gage aussi d'acceptabilité pour toutes les mesures qui ont été adoptées dans le cadre du paquet vert. Et donc ça, c'est vraiment des mesures complètement inédites et qui font grincer les dents de certains de nos partenaires commerciaux parce que ça leur pose des nouvelles contraintes pour accéder à notre marché. Il y a beaucoup de récriminations qui ont été faites, notamment à l'OMC, dans les différents comités qui échangent sur les normes techniques et les obstacles au commerce. Mais l'Union européenne, pour l'instant, est assez ferme dans la défense qu'elle fait de ces mécanismes et elle essaye de négocier, de discuter avec les partenaires qui sont impactés pour voir quelles sont les mesures d'accompagnement et de coopération qu'elle peut mettre en place pour aider, notamment dans les pays en développement où le coût de ces mesures-là et de mise en conformité peut être difficile à supporter pour réussir à ce que ces standards soient respectés. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un gros changement de perspective qui a été opéré. C'est des sujets, je le disais, qu'on discute depuis longtemps en France et qui paraissaient un peu évidents dans le débat franco-français, mais qui jusqu'à maintenant avaient à chaque fois à choper quand on passait à l'échelle européenne. Et là, on voit qu'il y a vraiment eu un cap de franchi. Par contre, ce qu'on a montré, nous, dans tous les travaux qu'on a publiés là récemment et les propositions aussi qu'on porte pour le prochain mandat sur ces sujets-là,
Ce qui est dommage, c'est que ça ne se reflète encore pas du tout dans les négociations commerciales que l'Union européenne mène avec ses principaux partenaires et dans les accords de commerce que l'Union européenne multiplie avec l'ensemble des partenaires. Maintenant, elle a déjà en place un certain nombre d'accords qui couvrent 70 pays et elle a toute une série d'accords qui sont finalisés ou en cours de discussion. On parle beaucoup en France de l'accord avec le Mercosur, les pays du Mercosur, mais il y en a plein. On vient de ratifier au niveau européen un accord modernisé avec le Chili, un autre avec le Mexique. Il y a des discussions en cours avec l'Australie. Enfin voilà, il y a une carte très, très étoffée des négociations commerciales. Et là, cette approche-là, de respect des standards, d'un certain nombre d'exigences sur les standards de production, elle est complètement absente. Et donc, on a voilà, une approche qui manque encore complètement de cohérence et il va falloir aller au bout de ce débat-là si on veut être sérieux avec le chemin qui a commencé à être tracé. Et juste, j'avais préparé une slide, si on peut éventuellement la montrer, je ne sais pas si en montant à la table technique, mais on a aussi, nous, regardé les votes qui ont été réalisés sur 13 textes, à la fois par les groupes politiques européens, par les groupes français et par les têtes de liste. Donc le premier rond, c'est le groupe français. Il y a un petit rond autour. Alors vous ne verrez pas très bien, mais vous verrez mieux sur notre site. Le petit rond autour, c'est le vote de la tête de liste. Et la deuxième colonne, c'est le vote du Parti européen. Et donc les 4 premiers blocs, ce sont des textes sur des mesures miroirs. Donc ça commence, je crois, par le devoir de vigilance, puis par le texte sur le travail forcé, puis par 2 textes sur des traces de pesticides interdits dans l'Union européenne qu'on trouve dans les produits importés. Ensuite, tout le deuxième bloc, c'est sur des accords de libre-échange qui ont été ratifiés ou pour lesquels le Parlement européen a appelé à la ratification pendant le mandat. Et en bas, c'est un autre sujet, mais dont on pourra parler aussi rapidement dans la discussion peut-être, qui porte sur les accords de protection des investissements et notamment toute la nouvelle approche qui a été développée aussi par l'Union européenne dans le cadre de la modernisation d'un traité qui s'appelle le traité sur la charte de l'énergie, dont vous avez peut-être entendu parler, dont la France est sortie récemment et une série d'autres États membres, et dont l'Union européenne devrait sortir bientôt si la décision est prise au Conseil là avant la fin du mandat, puisque le Parlement européen a déjà donné son feu vert. Et donc voilà, sur l'idée que dans tous ces textes internationaux de protection des investissements, il faut évidemment aussi mettre fin à la protection des investissements fossiles si on veut aligner ce régime de la protection des investissements avec nos engagements climatiques. Merci beaucoup. Également très intéressant de voir la différente intention de vote dans les instructions de chaque parti et tout ça. Ça pourra rejoindre le pool de connaissances que vous avez eu à l'issue de la première table ronde et vous pourrez voir les différentes évaluations. Alors s'il y a un secteur qui concentre le plus peut-être d'enjeux sur les aspects environnementaux, sur les aspects commerciaux, sur les aspects de santé, voire même aussi sur les aspects d'énergie, c'est le secteur donc, de l'alimentation, de l'agroalimentaire. Et ça a été l'un des sujets les plus âprement discutés sous cette mandature-là. Encore récemment, on l'a vu avec bon nombre de manifestations sur une partie de la filière amont. Alors que dans le cadre du pacte vert européen, donc, il y avait cette stratégie de la ferme à la table qui a été publiée le même jour que la stratégie biodiversité, comme un moyen peut-être de montrer que les deux allaient de pair. Donc Camille, quel est ton retour sur cette mandature-là, sur les aspects donc, de système agroalimentaire, et notamment est-ce que tu pourrais nous donner donc, le cas particulier sur lequel, le cas particulier peut-être pas, mais un exemple concret de réussite qui a été permis grâce à la mobilisation des ONG et un bilan aussi sur les demi-réalisations ou voire les échecs pour ne pas le dire, pour le dire complètement. J'en ai même trouvé 2 des victoires pour vous dire où j'en suis. Ça m'a permis de les chercher. C'est important de se rendre compte que l'alimentation, en fait, elle est vraiment profondément européenne. C'est-à-dire que le choc de la crise de la vache folle entraîne des réglementations alimentaires au niveau européen qui vont aujourd'hui réguler l'intégralité de ce qui se passe dans nos magasins. Du coup, on a besoin en fait de l'Europe au niveau alimentaire. Et du coup, quand on arrive au niveau du pacte vert, au niveau de Farm to Fork, donc de la ferme à la fourchette, ou encore des questions de pesticides qui va y avoir derrière, ça va être
essentiel et ça va devenir un débat qui va cristalliser énormément de choses et on va voir de la récupération qui va être faite par l'extrême droite d'un côté, où on voit très rapidement les Italiens qui s'emparent du Nutri-Score comme une attaque à la souveraineté alimentaire et aux traditions italiennes alimentaires, alors que pas du tout, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune filiation ni scientifique ni technique, mais par contre d'un seul coup on va avoir cet enjeu de l'alimentation comme quelque chose de central. On a eu des échos en France, on a eu Xavier Bertrand à un moment qui a dit que le Nutri-Score essayait de tuer le camembert, on a même eu Carole Delga qui a accusé le Nutri-Score de s'attaquer au Roquefort. Et du coup, c'est très intéressant de voir à quel point on peut avoir un discours populiste autour de l'alimentation et donc autour de l'agriculture aussi, et du coup indirectement sur l'environnement, et comment on peut utiliser ce discours et utiliser même les acteurs, les acteurs principaux de l'alimentation qui sont les agriculteurs pour obtenir après derrière un certain nombre, on va dire, de recul et on va dire même la chute de tous les dominos qu'on a eu ces derniers temps. Mais on va commencer par des victoires parce qu'on aime les bonnes nouvelles aussi. Je vais prendre 2 exemples et je vais les faire rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Si vous voulez vraiment rentrer dans la technicité, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. On a écrit des tonnes d'articles là-dessus. En fait, à Foodwatch, du coup, vous allez voir, c'est beaucoup moins systémique, c'est beaucoup plus précis. Et du coup, c'était pour ça aussi que c'est des victoires. C'est parce qu'on a attaqué des choses très précises à des moments clés. Par exemple, il y avait un contaminant dans la nourriture qui s'appelle des huiles minérales aromatiques. Bref, c'est cancérogène, c'est pas bon, vous n'en avez pas, c'est des dérivés de pétrole. C'était là, c'était pas interdit par l'Europe et ça contaminait la nourriture globalement à travers toute l'Union européenne. Du coup, on a décidé à Foodwatch de s'attaquer à cette question, alors il y a longtemps, en 2015, pour obtenir une réglementation contre l'avis des lobbies. En fait, personne ne voulait de cette réglementation, entre guillemets. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de montrer dans un premier temps aux industriels qu'ils avaient tout à perdre en termes d'intérêt à essayer de nier le fait de la contamination en approuvant, en faisant des tests nous-mêmes, en apportant les preuves. Et après, derrière, on a prouvé aussi aux décideurs politiques qu'ils avaient tout à perdre. Et du coup, je reviens là-dessus, c'est important, on parlait de l'intérêt tout à l'heure, il faut montrer aux gens l'intérêt qu'ils ont à la transition, aux politiques. Il y a l'intérêt qu'ils ont pour gagner, mais il y a aussi leur montrer que s'ils ne le font pas, ils ont plus à perdre qu'à gagner. Et ça peut vraiment fonctionner en termes de levier d'action au niveau des politiques. Et du coup, ça nous a pris 3 séries de tests, 7 ans, mais là, on est en ce moment en train de voter une réglementation pour interdire au niveau européen la commercialisation de tous les produits contaminés par ce type de contaminants. Donc c'est une véritable victoire, c'est-à-dire qu'on a réussi, avec nos petits bras et nos petits tests de produits, qui n'étaient pas exhaustifs sur tous les, qui étaient très sérieux mais pas exhaustifs sur tous les produits, avec des bonnes campagnes de name and shame, avec des belles mobilisations citoyennes, de montrer en fait qu'en fait ils avaient tout à perdre à ne pas faire ça. Et du coup, ils ont été obligés de le faire. Ils ne voulaient pas le faire, mais ils ont été obligés par la mobilisation qu'on a réussi à faire et par le sérieux des études qu'on avait fait. On a eu la même chose, et là, ça s'est vraiment passé directement au niveau européen. C'est assez important, c'est-à-dire que nous, on a vraiment ciblé directement le niveau européen, et il y a eu vraiment un déclic à un moment, et ça a vraiment fonctionné par le sérieux des études. À l'inverse, on a eu aussi en France une interdiction qui n'avait pas tombé, qui était en 2020 en France et en 2022 au niveau européen, d'un additif, le dioxyde de titane, pareil, identifié comme pas très bon, c'est un colorant blanc qu'on mettait sur les bonbons, pas très utile, pas très bon pour la santé globalement, et on va se retrouver, pareil, à réussir à faire interdire ça du coup à Bruno Le Maire au niveau français. C'est Karine qui est là-bas qui l'a forcé, elle était prête à dormir dans son bureau pour l'obliger à signer l'arrêté, mais elle a réussi à le faire. Il y avait une coalition d'ONG, et du coup on a forcé à la France à prendre une décision qui était d'interdire la commercialisation de tout produit contenant cet additif sur son territoire. Du coup, on protégeait à la fois les entreprises françaises qui ne pouvaient plus l'utiliser, mais aussi elles n'étaient pas en concurrence avec d'autres produits venant d'ailleurs en Europe. Mais du coup, on ne pouvait pas se satisfaire de ça. Et du coup, Foodwatch étant une ONG européenne, on a mobilisé les autres Foodwatch à travers l'Europe pour montrer la problématique, pour dire au gouvernement, regardez ce que la France a fait, vous devez faire pareil. Et on a obtenu, à force de mobilisation et à force de coalition avec d'autres ONG européennes, l'interdiction au niveau européen en 2022. Alors ça peut être des petits détails, parce que là je ne suis pas en train de vous parler d'une politique qui est en train de changer l'intégralité de la vision qu'on va avoir de l'Europe, mais j'ai l'impression qu'on peut aller chercher dans ces victoires-là une façon en fait de montrer aux personnes, parce que les personnes se sont mobilisées, les citoyens et les citoyennes se sont mobilisés avec nous, parce qu'ils ont vu leur intérêt à la mobilisation, parce que ça les touchait directement.
Et après, derrière, ça nous a permis, par la pression qu'on a mis aux entreprises, qui, elles, avaient tout intérêt à perdre à ce qu'on montre ce qu'elles étaient en train de faire, et aux politiques qui avaient l'intérêt de, s'ils ne le faisaient pas, ils allaient se faire taper très fort sur les doigts, de changer. Et du coup, on a réussi à créer du changement à petite échelle, mais du changement quand même. Ça, c'était sur les deux bons exemples. Maintenant, sur le négatif... je vais pas répéter tout ce qu'on s'est dit, hein, mais du coup, je pense que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point on peut, en 2 ou 3 mois, faire reculer 5 ans de travail, voire même plus, hein, parce que quand on pense à la PAC qui a reculé il n'y a pas très longtemps, on se dit que c'était plus vieux que ça. C'était tout début de ma carrière professionnelle. Je travaillais déjà sur cette réforme de la PAC, et là, je la vois reculer alors que j'y travaillais il y a 10 ans. C'est quand même totalement fou. Je pensais, moi qui n'étais déjà pas content de cette avancée, je me dis qu'en fait, il fallait peut-être être beaucoup plus content de ce qu'on avait gagné à l'époque. Ce que je vois, c'est qu'on a eu une problématique par rapport à ce recul, et je pense que c'est un échec aussi du discours qu'on n'a pas tenu en coalition, qui a été à un moment, j'ai beaucoup entendu, et j'ai tenu ce discours-là aussi, on est d'accord avec les agriculteurs, on les soutient, mais en fait, on n'était pas d'accord avec eux. On était d'accord sur le fait qu'il fallait qu'ils soient correctement rémunérés, mais c'était tout. Et du coup, je trouve qu'on n'a pas assez tapé du poing sur la table pour montrer et pour démonter cette mobilisation qui a été un rouleau compresseur, mais qui a été un rouleau compresseur qui a été très malin, c'est-à-dire que c'était un rouleau compresseur qui n'a pas mis la pression sur Bruxelles. À la fin, il y a eu la fameuse photo dont parlait Faustine à Bruxelles, mais ça a commencé dans les territoires, au niveau régional. Ça a mis la pression sur les députés, ça a mis la pression sur les ministres, on a bloqué Paris, et après on est allé bloquer Bruxelles. Et du coup, je pense que ça aussi, c'est une façon que j'ai envie de conclure, on va dire, un apprentissage de cet échec et de cette mobilisation qui a vraiment déconstruit énormément de choses. C'est que même si l'Europe est le bon endroit où agir, c'est l'endroit où les décisions doivent se prendre, l'endroit où on doit mettre de la pression, il est beaucoup plus local. Et du coup, les personnes qui votent dans les commissions, comme dans la CPVADA, des choses comme ça, ce sont les États membres qui votent à la fin. Et du coup, s'il est important d'avoir l'échelon européen, il ne faut pas oublier que l'Europe est faite de nations, et c'est bien sur ces nations aussi qu'il faut mettre la pression pour que l'Europe fonctionne. Merci. Donc la parole maintenant à Thierry. Donc lors du début de cet événement, donc Olivier Gemène avait mis certaines avancées, notamment de réglementation extra-financière, comme l'un des grands succès de l'Union européenne. Dans le même temps, du coup, on entend qu'il y a un problème de budget pour pouvoir mettre en place toutes ces ambitions, et on entend aussi qu'il y a des difficultés sur la partie compétitivité, on va dire, ou en tout cas où certains aspects des secteurs ne prennent pas en compte suffisamment les risques associés au climat ou à la biodiversité, par exemple, dans leur modèle d'affaires. Voilà, donc est-ce qu'on peut avoir un petit panorama sur les réussites, les faits marquants ou certains échecs ou occasions manquées sur la partie financière du Green Deal sous cette mandature? Et ça marche? Oui, ça marche, c'est formidable. Avec plaisir. Donc j'ai 2 heures, c'est ça, pour parler? Camille a raison, hein. Moi je vais le dire autrement. Bruxelles, ça n'existe pas. On dit toujours « Ah, c'est Bruxelles, c'est pas vrai. C'est les États membres. » Bon, je m'arrête là. Enfin, sur ce sujet-là. Ça y est, j'ai fini. Eh bien, je vais commencer, puisque tu m'y incites, par rapport au succès qu'a évoqué François Gemène tout à l'heure. On va prendre l'exemple qu'il a développé de la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, donc la directive sur le reporting de durabilité des entreprises. C'est quoi? Parce qu'on dit énormément d'âneries sur la CSRD, alors que c'est très très simple. C'est de la comptabilité. On normalise. Ça veut dire quoi d'être durable de façon sur l'environnement, sur le social, sur la gouvernance? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vous demande à vous, entreprise, de reporter? De la même façon que la comptabilité financière, tout le monde n'invente pas sur le profit pour moi c'est ça. Non, le profit pour toi c'est pas ça. Le profit c'est ceci moins cela et c'est normé. La CSRD c'est exactement la même chose. Donc on dit beaucoup d'âneries sur la CSRD parce qu'il y a beaucoup de politiques par exemple qui vont nous dire ah mais la CSRD, faut vraiment être naïf pour croire que ça va suffire à emporter la durabilité de l'économie. Qui a jamais dit que la comptabilité financière allait rendre toutes les entreprises profitables? C'est même complètement crétin. D'accord? Donc, quand quelqu'un me dit, tiens, mais si tu crois que les CRC, j'ai jamais cru que ça va simplement dire,
on va faire du reporting pour qu'on parle de choses comparables. C'est tout la CSRD. C'est extraordinaire cette CSRD parce que même, je suis strictement un partisan bien sûr, mais même Jordan Bardella parle de la CSRD. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur spécialiste du sujet, mais c'est extraordinaire. Et bien sûr, il nous explique que par exemple, ça va étouffer les PME françaises. Il y a 1000 PME en Europe sur 25 millions soumises à la CSRD. 1000 sur 25 millions, ça fait 0,004% des PME qui sont soumises à la CSRD. Je m'arrête là ? Bon. Donc c'est extraordinaire. Alors la CSRD, on entend François Gemène dire c'est un succès. Il a raison, je suis d'accord avec lui. Mais c'est aussi un échec. Pourquoi ? C'est un succès de l'avoir eu adopté, parce qu'on a dit, tiens, on va essayer d'être un petit peu rigoureux. Mais après ça, une fois qu'on a une loi, une directive, une loi européenne qui est très générale, il faut écrire les standards de reporting derrière. Je fais partie du groupe de l'EFRAG, c'est architechnique qui travaille sur le sujet. Je vous garantis que ce n'est pas de la poésie tous les 2 minutes. Mais bon, il faut le faire, on se relève les manches, puis on fait le boulot. Il y a un peu plus d'1 an, Ursula von der Leyen fait un grand discours en disant il faut alléger le fardeau bureaucratique, on va réduire le reporting de 25% en Europe. Bon, personne ne savait, à 25% de quoi ? Tout. Bon, d'accord, très bien. Et puis 8 jours plus tard, la commissaire européenne Mairead McGuinness, chargée des questions de réglementation financière, écrit au comité technique que j'évoquais à l'instant, qui s'appelle l'EFRAG, mais son nom n'a pas d'importance. Il est connu des spécialistes, mais voilà, c'est comme ça. En disant, au fait, vous étiez en train d'écrire des standards de reporting sectoriels. Vous allez attendre un peu, parce qu'on n'est pas très très pressé en fait. Donc vous allez attendre au moins 2 ou 3 ans de plus, sachant qu'il y avait déjà 4 à 5 ans de travail. Donc, si vous prenez 2 ou 3 ans en plus des 4-5 ans de travail normaux, normaux, pardon, je ne vous fais pas de dessin. Or, les standards de reporting européens, ils sont conçus pour avoir des standards transsectoriels qui s'appliquent à toutes les entreprises et ensuite des standards sectoriels. Pourquoi ? Le plan de transition de Carrefour, de Peugeot ou de Total, ça ne va pas être le même. Évidemment, c'est des secteurs qui sont tellement différents que c'est évident qu'on ne va pas regarder la même chose. Tant que je n'aurai pas des standards sectoriels qui s'appliquent à des entreprises, on va accuser ces standards d'être incomplets. C'est vrai, ils sont incomplets. Et donc, en fait, on a les mêmes qui l'accusent d'être incomplet, donc ça ne sert à rien, et qui, en même temps, ont tout fait pour faire reculer. Donc oui, la CSRD, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, et toutes choses égales par ailleurs, une très belle avancée. Et en même temps, on n'a pas tout gagné, loin de là, et c'est encore très très loin d'être complété pour pouvoir être vraiment utile. Deuxième exemple, on en a beaucoup parlé dans la presse, même si c'est assez technique, la taxonomie. C'est quoi la taxonomie des activités durables ? Très simple, c'est une classification des activités économiques pour définir de façon rigoureuse ce que veut dire durabilité sur chaque activité. Exemple concret, que veut dire produire de l'électricité durable ? Réponse, on peut en débattre, produire 1 kWh en émettant moins de 100 grammes de CO2. On peut débattre, savoir si c'est le bon niveau ou pas, mais c'est ce qui a été décidé. Très bien. Belle avancée, même si, voilà, c'est pas parfait, mais belle avancée. Et puis, 1 mois et demi après que la taxonomie, alors sur les sujets climatiques, là on est en décembre 21, que les standards aient été publiés, 1 mois et demi plus tard, on nous dit « Ah, au fait, on va ajouter le gaz et le nucléaire. » Ah bon, alors prenons le gaz. J'ai aucun jugement moral dans l'histoire, mais le gaz, en moyenne, ça émet, selon les qualités de gaz, mais en moyenne, 400 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà. Alors on nous dit 400 grammes, c'est mieux que le charbon qui fait 1000. On est d'accord que 400, c'est inférieur à 1000. Jusque-là, on suit tous. Mais on vient juste de publier une loi disant c'est 100 grammes pour être durable. Et puis 1 mois et demi plus tard, on dit si c'est du gaz, si c'est 400 grammes, c'est pas grave. D'accord. Cohérence, voilà. Et puis au fait, brûler des déchets municipaux qui émettent en moyenne 200-250 grammes, ça, c'est pas durable. Ah d'accord, mais 200, c'est moins que 400, non ? Oui, mais comme c'est pas du gaz, c'est pas... Bon, je m'arrête là. Vous voyez, bon, donc,
Le nucléaire, évidemment, ça n'émet pas de CO2, il n'y a même pas de débat. Par contre, il y a un deuxième critère qui est ne pas faire de mal significatif, do no significant harm. Bon. Sans rentrer dans le débat sur le nucléaire, on n'a absolument pas le temps, il y a une procédure pour vérifier si on est dans le DNSH, do no significant harm, qui n'a pas été utilisée pour le nucléaire. Donc on a une incohérence des textes. Donc, la taxonomie est une belle avancée. Elle ne va pas changer le monde elle toute seule, mais c'est une rigueur pour essayer de savoir de quoi on parle. Et puis tout de suite, on le dilue. Donc, est-ce que ce sont des échecs? Est-ce que ce sont des succès? Bah, voilà, vous m'avez compris. Si j'ai encore un peu de temps, je peux peut-être prendre des exemples très appliqués Finance Watch, qui donc s'occupe de réglementation financière. On est basé à Bruxelles parce que c'est là-bas que c'est discuté. Je peux vous donner un exemple de... Je ne sais pas si je commence par le succès ou par l'échec. Allez, par l'échec. Il ne faut jamais commencer par ça, mais ce n'est pas grave, je garderai le petit succès pour la fin. Nous avons beaucoup travaillé chez Finance Watch sur le lien entre changement climatique et stabilité financière. Pour faire très très simple, il y a une menace sur la stabilité financière du fait du changement climatique qui est considérable. Je vous la fais brève. Je vais dire comme Camille, si vous êtes sur notre site web, vous avez beaucoup de centaines de pages sur le sujet, donc vous trouverez. Le premier rapport qu'on sort là-dessus est en juin 2020. Je vous la fais brève. Techniquement, on a vraiment convaincu beaucoup de gens qu'il y avait un vrai gros sujet, qu'en gros, on allait cumuler une nouvelle crise financière en plus de la crise climatique. Donc en gros, 2007-2009 en plus de la crise climatique. Je ne fais pas de dessin. Les deux en même temps. Super. Et qu'il y a une solution très simple. Il y a une solution très simple. Qui en gros consiste à ajuster les exigences en capital. Ce qui est intéressant, au-delà du fait de savoir si on est d'accord ou pas avec ce que je viens de dire, ne me lancez pas sur le sujet, sinon je vous ennuie jusque demain matin, c'est que 10 jours avant le vote au Parlement européen sur le sujet, là on est en janvier 23, on était à la limite de pouvoir avoir une majorité, avec des députés, alors parfois c'était des groupes entiers, parfois c'était des partis de groupes, 4 sur 7, qui disaient « ça m'intéresse, je suis », etc., etc. Dans les 8-10 jours qui ont précédé le vote, ils se sont tous, j'ai bien dit tous, rétractés, sans aucune exception. Chacun avec des raisons. Mais en gros, c'était la réelle politique. Un tel avait obtenu un amendement qui lui plaisait bien, d'ailleurs qu'on soutenait aussi, et bien sûr le rapporteur du texte lui disait bah, « tiens, je te donne ton amendement à condition que tu ne soutiennes pas cette proposition ». Le petit jeu du chantage, je pèse mes mots et je les assume, des coordinateurs des groupes. Un coordinateur dans un groupe politique au Parlement européen, c'est la personne, dans chaque groupe politique a un coordinateur qui distribue les dossiers. Donc cette personne a une monnaie d'échange pour obtenir le vote des députés. Parce que si tu ne votes pas dans le sens que moi, coordinateur XYZ veut, ben, tu n'auras plus de dossier. Si tu n'as plus de dossier, tu n'existes plus. Donc c'est comme ça que ça se passe concrètement. Donc ils se sont tous retirés, sans aucune exception. Donc ça c'était très intéressant parce que parfois on a des échecs. Non mais c'est intéressant pour analyser le processus. Parce que parfois on a des échecs où en fait, on se retrouve en face de gens qui disent « je ne suis pas d'accord avec vous, on ne pense pas que c'est la bonne mesure ». Bon, on n'est pas d'accord, on débat, mais c'est la vie, hein, c'est la vie. Bon. Mais là, c'était « oui, on est d'accord avec vous, mais on ne va pas le faire parce que quand même, voilà ». Donc ça, c'était pas un grand succès, il faut le dire. Mais en tout cas, extrêmement intéressant pour comprendre les dynamiques. Un succès... Alors, tu as dit également quelque chose tout à l'heure, Camille, qui était les dossiers systémiques ou pas systémiques. La raison pour laquelle on s'est fait balayer, c'est que les lobbies bancaires se sont déchaînés, mais quand je dis déchaînés sur le sujet, mais déchaînés, parce que plus d'exigences en capital, enfin pour eux, c'est le chiffon rouge. Et c'est systémique, parce que ça, c'était vraiment... c'est pour ça qu'on était balayé. Et en fait, le succès que je vais évoquer maintenant, c'était sur un dossier qui n'était pas systémique, qui était sympathique, mais qui n'était pas systémique. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été une haute lutte, hein, mais qui était le dossier sur les agences de notation ESG. Et les agences de notation ESG, je vous la fais brève, n'étaient pas réglementées et comparaient des choux, des bananes et des carottes en disant ça fait 3 kilos de tomates.
Donc l'idée qui est sortie du cerveau et des rapports d'un certain nombre de personnes, dont nous, c'était de dire tiens, si on comparait des choux avec des choux et des carottes avec des carottes. Donc mettre un peu de rigueur dans tout ça. Encore une fois, on n'a pas le temps de rentrer dans la technicité, je suis content de répondre aux questions. On a longuement parlé avec la commission a été vraiment convaincue. Elle a proposé un texte qui était pas loin de ce qu'on avait vraiment envie de voir. Et puis, alignement des planètes, le rapporteur au Parlement européen, qui était une rapporteure progressiste, on va le dire comme ça, Aurore Lalucq pour ne pas la nommer, était convaincue par les éléments. Et donc, on a eu un alignement d'une Commission européenne qui nous a écoutés sur ce sujet-là. Mais encore une fois, bien sûr, il y avait des enjeux économiques, parce qu'il y a toujours des enjeux économiques, mais ce n'était pas systémique. Et en plus, les agences les plus concernées étaient des agences américaines, pas des agences européennes. Parce qu'en gros, il n'y a pas de grande agence de notation européenne. Il y en a des tailles moyennes, mais voilà. Donc, comme ça touchait plus les Américains, on était un tout petit peu moins exigeants. Un Parlement européen avec une rapporteure qui a fait le taf, on va dire. Et la réglementation qui est sortie, moi, dans mon expérience, j'ai jamais vu une réglementation qui ressemblait d'aussi près à un rapport Finance Watch. Donc forcément, je suis content. Mais effectivement, c'était moins systémique, beaucoup moins systémique. Et puis sur le sujet environnemental, on va tous être lucides. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est 0,1% du sujet. Donc c'est toujours bien d'avoir fait 0,1% du chemin. Mais voilà. Je m'arrête là et on peut creuser soit le fond, soit le pourquoi on arrive dans ces processus ou pas. Donc peut-être avant de passer la parole à l'assistance, est-ce que dans le panel, du coup, il y en a qui veulent réagir les uns sur les autres? Il y a plusieurs points communs que j'ai notés, notamment l'importance des mobilisations au niveau des sociétés civiles ou au niveau des États pour pouvoir changer les lignes au niveau européen. J'ai entendu aussi qu'il y avait des aspects sur environnement, donc qui étaient parfois incohérents avec climat, énergie ou avec le commerce, où parfois on n'est pas forcément très cohérent sur les enjeux compétitivité, environnement. Bon, peut-être, voilà. Mathilde, je te laisse la parole. Ça marche, oui. Moi, je voulais parler d'un vote qui m'a marqué pendant cette mandature, et je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, c'était sur le traité sur la charte de l'énergie. Donc c'est un traité qui protège les investissements dans le secteur de l'énergie entre une cinquantaine d'États, qui date de la fin de la guerre froide, où l'Union européenne voulait sécuriser ses approvisionnements énergétiques dans les pays de l'ex-bloc soviétique, pour le faire très, très rapide. Et une modernisation a démarré en 2009, qui a beaucoup tardé, et en fait il est apparu assez rapidement que c'était quand même un traité très toxique, qui avait généré énormément de contentieux, c'est-à-dire que c'est des entreprises énergéticiennes qui attaquent les États pour leur réglementation, notamment environnementale, et qui parviennent à se faire dédommager des sommes absolument colossales qu'elles ne parviendraient pas à obtenir devant des tribunaux normaux. Et donc avec ce mécanisme-là, ça renchérit ou ça retarde la transition énergétique dans plein de pays. Et donc il était apparu assez évident qu'on avait un gros problème avec ce traité et qu'il fallait faire quelque chose. Et en fait, ce qui moi, m'a marqué dans cette séquence-là, c'est que tout était parti pour qu'il se passe quasiment rien. Donc il y avait un mandat de négociation qui avait été proposé par la Commission européenne, validé par le Parlement européen, et la négociation avait commencé. Et il a vraiment fallu qu'une coalition d'ONG, et en plus pas forcément des ONG très très grosses et avec beaucoup de moyens, mais mettre le nez dedans pour dire oh, ça va pas, si on fait juste ça, on n'a rien fait. Le minimum sur cette négociation, ce serait d'arrêter de protéger les investissements fossiles pour que les énergéticiens fossiles puissent plus attaquer les États quand on met en œuvre des législations qui visent à sortir progressivement des fossiles. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on était déjà 5 ans après l'accord de Paris, et que c'est une mesure qui pourrait sembler évidente, et que en fait, personne n'y avait pensé, ni à la Commission, ni au Parlement européen, et qu'il a fallu vraiment l'action d'une lanceuse d'alerte qui venait du secrétariat international de ce traité sur la charte de l'énergie, avec des bonnes volontés dans certaines ONG. Et c'est là qu'on s'est dit, c'était exactement le moment de l'examen de la loi sur le climat du paquet vert. Et on s'est dit, c'est le moment, dans cette loi sur le climat, de mettre un amendement pour que le Parlement demande ça à la Commission, même si ce n'était pas dans le mandat initial.
Et on l'a fait, en plus on l'a fait un peu à la dernière minute, donc tout le monde n'était pas complètement préparé à examiner ce texte. Et l'amendement est passé par 2 voix, donc c'était vraiment, vraiment chaud. Et au final, ça a obligé la Commission à revoir sa copie. Elle a fait une proposition qui a été refusée par l'ensemble des autres parties prenantes au traité. Donc on s'est dit, bon, en fait, ce bazar est irréformable, donc il faut en sortir. Et c'est comme ça qu'on arrive vers une sortie progressive. Mais vraiment, ce qui m'a marqué, c'est que notre rôle, ça n'a pas été de convaincre les gens de faire quelque chose, mais juste de leur donner l'idée de le faire. Et c'est là que voilà, on peut avoir quand même parfois un rôle très très déterminant et qu'on joue ce rôle de vigie. Malheureusement, il y a trop de sujets pour pouvoir le faire sérieusement sur l'ensemble. Je te laisse la parole. Merci. Moi, je voulais aussi rebondir sur la notion de peur qui a été évoquée à la table ronde d'avant, et je voudrais parler de la notion de colère, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où les gens sont en colère, et je pense qu'ils ont raison d'être en colère. Je pense que moi, je suis en colère aussi, et du coup, il y a une vraie question qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui et qui mérite d'être plus mise en avant, et du coup, pour que les gens voient leur intérêt, entre guillemets, à agir avec nous, c'est la justice sociale, en fait, au milieu de ce pacte vert, la justice sociale au niveau européen. En fait, est-ce que l'Europe essaye de faire de l'environnement avant de faire du social? Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas faire les deux en même temps, de la même manière, à la même vitesse, pour donner, en fait, pour permettre à une partie de la population d'accéder, en fait, à un certain nombre de privilèges dont l'autre partie de la population a peur de perdre, en fait, et du coup est en colère aussi. Et du coup, je pense aujourd'hui, on a la nécessité en tant que société civile de s'assurer d'unir, en fait. Je sais que ça a déjà été dit plein de fois, hein, mais du coup, je pense que plus on le répétera, et peut-être un jour ça arrivera, de vraiment réussir à parler à la fois justice sociale, environnement, climat, qu'en fait tout ça est un seul et unique package qui n'est pas dissociable, entre guillemets, et on n'arrivera pas à l'un sans l'autre aujourd'hui. Et moi, on le voit, et du coup, à Foodwatch, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un discours systémique, cette fois, qu'on espère essayer de pousser au niveau européen, c'est de dire, en fait, on a un vrai problème, c'est qu'on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à se nourrir, des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir non plus, et au milieu, on a des industriels qui s'en mettent plein les poches. Il est peut-être temps de remettre à l'endroit le système où, en fait, à la fois les agriculteurs vivent de leur production et les citoyens ont accès à des produits sains dans les supermarchés à un prix abordable. Et du coup, j'ai l'impression qu'on essaye d'adresser ce problème par plein de petites réglementations, mais on n'arrive jamais à l'expliquer de manière globale, de manière systémique. Ce qu'a essayé de faire, à mon avis, un peu le Green Deal, le package vert, à un moment d'avoir une vision, une impulsion systémique de changement, mais qui n'a pas réussi, à mon avis, à capter l'intérêt des gens, à commencer à les modifier leur quotidien. Ça, peut-être pour alimenter le débat, il y a eu 2 points que je verrais à mettre au crédit de ce mandat-là. Il y a eu le Fonds social pour le climat qui a été déjà mentionné et qui est un moyen, en fait, suite à l'extension du marché carbone à tout ce qui est secteur du transport terrestre et du résidentiel. Donc elle a entraîné une hausse des coûts de l'énergie et du transport pour les gens dans leur vie quotidienne. Il y a eu cette idée de pouvoir compenser, en fait, ce surcoût par des financements fléchés vers les populations vulnérables. Donc il y a un peu ce volet-là. Et le deuxième, alors c'est dans les tuyaux, mais bon, peut-être que le tuyau va être très très loin, mais il y a eu un moment le projet d'une taxonomie sociale, où j'avais vu en tout cas dans les travaux de l'EFRAG passer ce sujet-là. Taxonomie sociale, oui. Oui, j'ai fait partie du groupe qui a travaillé pendant 2 ans sur l'élaboration d'une taxonomie sociale. Donc, quelques centaines d'heures plus tard. Alors, c'était pas l'EFRAG, c'était la plateforme sur la finance durable qui conseillait la Commission européenne sur la taxonomie. Et il y avait un groupe de travail sur taxonomie sociale dont faisait partie votre serviteur. On a rendu notre rapport en février 22 et la Commission s'est empressée de l'enterrer. Parce que le processus, en fait, il y a des gens qui réfléchissent, qui sont censés avoir un peu de compétences. Et après ça, la Commission a comme job de transformer une proposition technique en proposition législative, et puis ensuite ça va dans le système, la grande machine à faire des lois avec les co-législateurs, Conseil et Parlement. Et là la Commission a dit j'arrête. Enfin elle n'a rien dit, et puis quand on l'a poussée, elle a fini par nous dire bon on oublie,
parce qu'il n'y a aucun appétit politique pour faire une taxonomie sociale. Alors, il y a des questions techniques qui ne sont pas simples, hein. Pareil, je veux bien partir dessus, mais bon, ça prendra peut-être beaucoup de temps. Donc il y a des vraies questions techniques à trancher, mais la technicité, enfin la technique, on peut toujours la trancher hein, si on s'y met. Mais surtout, une taxonomie sociale, c'est extrêmement politique. C'est-à-dire que là où une taxonomie environnementale, en théorie c'est scientifique, en pratique ce n'est pas que scientifique, mais il y a une forme de rigueur. Tiens, mon électricité, 100 grammes de CO2, ça veut dire quoi être social ? Et puis, il y a un débat sur... Alors déjà, au sein de l'Union européenne, clairement, les normes sociales ne sont pas les mêmes en Roumanie qu'en France. Et puis, si ça s'applique aux entreprises multinationales qui agissent partout dans le monde, là, je ne vous fais pas de dessin. Tiens, je suis une multinationale et je travaille en Chine. Ah oui, je vais être obligé de dire que j'utilise du travail forcé. Oula. Bon. Et puis, c'est quoi une activité intrinsèquement sociale ? Sujet de la défense. Est-ce que la défense est sociale ou pas ? Bien sûr que c'est social. Si on ne se défend pas, nous sommes tous asservis. Et si nous sommes tous asservis, c'est « Ah, tiens, fabriquer des canons pour tuer les gens, c'est social ?» Bon, c'est un débat. J'ai fait exprès de résumer à l'extrême les deux possibilités. C'est un débat dont on ne se sortira jamais. Donc, il y a des solutions techniques à ce genre de débat, mais la Commission européenne l'a enterré. Donc je ne suis pas très optimiste sur le fait que ça devienne, que la prochaine commission, dont tout le monde ignore tout, reprenne le sujet. Peut-être une question pour Fuc, parce que tu as commencé dans ton intervention en disant que sous cette mandature-là, il y avait déjà eu un travail préparatoire fait sur notamment la stratégie climat à l'horizon 2050 avec la notion de neutralité climatique qui était mise sur la table et qui a pu être un objet de débat pendant les élections. J'ai l'impression que la DG Climat a essayé de faire un peu la même chose cette fois-ci, avec des objectifs à 2040, une proposition qui est déjà sur la table depuis quelques mois. Pourquoi la mayonnaise ne prend pas cette fois-ci ? Tout simplement parce que la DG Climat, en proposant, donc l'idée est que jusqu'à présent on a un objectif à l'horizon 2050, l'atteinte de la neutralité climatique. On a un horizon à l'horizon 2030, baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et entre les deux, on n'a rien pour 2040 à l'heure actuelle. L'équivalent du Haut Conseil pour le climat européen a proposé un objectif de l'ordre de moins 90%, et la Commission européenne s'est plus ou moins alignée sur ces questions-là. Néanmoins, et je pense que ça fait le lien avec l'ensemble des interventions, ce que ça illustre ici, selon moi, c'est l'absence de récit mobilisateur. C'est-à-dire que parler de neutralité climatique à l'horizon 2050, parler de réduction de 90% de gaz à effet de serre à l'horizon 2040, évidemment c'est nécessaire, mais ça ne va pas mobiliser les gens, ça ne parle pas au quotidien des citoyens européens. Et là-dessus, la Commission européenne, en réalité, elle a un problème de champ de compétences, c'est qu'elle peut difficilement faire autre chose que mettre ça sur la table. Et la suite à donner, en fait, c'est comment les États vont s'emparer de cette question-là. C'est-à-dire comment les États vont se positionner avant et après les européennes, parce qu'il y aura un changement en fonction du résultat des élections européennes, et surtout la manière dont en fait les États sont en capacité de créer un récit mobilisateur qui embarque l'ensemble de la population autour de cet enjeu de la transition énergétique. Jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une incapacité à penser la France, l'Europe à l'horizon 2030, qu'est-ce qui va être bouleversé en termes de transition énergétique ? Comment nos paysages vont changer ? Comment nos modes de production vont se transformer ? Et là-dessus, en fait, l'Union européenne n'a que très peu de prise sur ces questions-là, s'il faut bien le comprendre. Parce que ça parle dans l'intime, ça parle dans les territoires. Et jusqu'à présent, ce dont on se rend compte, c'est que le pacte vert, il est globalement inconnu de la part de l'ensemble des personnes. C'est-à-dire qu'une personne sur 5, selon les enquêtes d'opinion, le connaissent. Et en réalité, lorsqu'on les regarde, c'est juste qu'elles en ont seulement entendu parler. Par contre, elles ont entendu parler de certaines choses. Par exemple, la fin de vente du véhicule thermique à l'horizon 2035. Ça, c'est identifié comme une mesure. Le problème, c'est que lorsque vous prenez cette mesure individuellement, elle peut poser question, et c'est normal. Par contre, lorsque vous l'intégrez de manière, et tu as prononcé le mot de systémique, qui est un mot qui revient dans les travaux du GIEC, là on peut commencer à comprendre la logique sous-jacente. On interdit le véhicule thermique neuf à l'horizon 2035 pour plusieurs raisons. C'est parce que le cycle de vie d'un véhicule, c'est environ 15 ans. Donc ça veut dire qu'en 2050, on espère qu'il n'y aura plus de véhicules thermiques sur les routes. Et puis,
en plus de ça, l'Union européenne met un règlement en place pour justement favoriser l'installation des bandes de recharge sur tous les 60 km/h, tous les 60 km, pour éviter justement qu'on tombe en panne, comme les arguments assez populistes vont vous le présenter. Et puis, au-delà de ça, on met en place des arguments et des objectifs pour favoriser l'essor des énergies renouvelables, justement pour qu'on ait plus d'électricité pour pouvoir alimenter ces véhicules-là. Et en plus de cela, on met en place des mesures pour tenter de rapatrier les productions de batteries sur notre sol. C'est cette logique systémique qu'il faut réussir à penser, qu'il faut réussir à expliquer, qu'il faut réussir à matérialiser. Et en réalité, lorsqu'on parle de 2040, à l'heure actuelle, les problématiques que l'on connaît, les problématiques qui comptent pour les gens, le pouvoir d'achat, la sécurité et la défense, ne permettent pas de se projeter à l'horizon 2040. Et donc il faut avoir une dualité qui permette justement de répondre aux problèmes des gens au quotidien, et ça va être l'objectif d'expliquer le pacte vert, de le mettre en œuvre au niveau national, et ça va être également le travail de fond, ce que sait faire le mieux l'Union européenne, c'est-à-dire de travailler souvent dans l'anonymat, c'est-à-dire que les eurodéputés pendant 5 ans vont travailler sur ces questions-là et vont tenter de mettre en place les sous-jacents pour permettre en 2040 d'atteindre nos objectifs. Thierry, tu souhaites réagir à ça? C'est pas réagir, c'est compléter. Je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est extrêmement important. Le seul complément que je veux apporter, enfin le complément que j'aimerais apporter, c'est que le problème majeur de l'Union européenne, c'est que c'est le boulot de personne d'avoir ce discours. Personne n'a commission de faire ça. On peut se dire, tiens, la présidente de la commission, sauf que elle ne s'adresse pas aux gens, parce que les carrières politiques se font au niveau national. Parce que ce discours qu'il faut tenir, et je suis totalement d'accord, mais là on réfléchit, j'affirme rien, je réfléchis tout haut. Ce discours, c'est un discours par définition politique. Je vous montre. Donc il faut emporter l'adhésion des citoyens électeurs. Mais Ursula von der Leyen, elle n'est pas élue par qui que ce soit au niveau citoyen, en tout cas. Donc c'est le boulot de personne. Et je pense que c'est le plus gros problème de l'Union européenne, un problème de gouvernance. Je vais utiliser un contre-exemple en citant Jacques Delors. Je serais ravi d'avoir tort. Alors, évidemment, j'ai un biais évident étant chercheur à l'Institut Jacques Delors, mais lorsqu'on regarde ce qu'a pu faire Jacques Delors à son échelle, à son époque, il a réussi d'une certaine manière, à développer ce type de discours. C'est-à-dire en créant des prises de réel, c'est-à-dire des choses qui allaient survivre à sa politique. On pense tout ça au programme Erasmus. Alors il avait cette phrase qui disait « on ne tombe pas amoureux du marché intérieur ». Mais le programme Erasmus, mais l'ensemble de ce qu'il a pu mettre en place a permis de créer une partie de ce récit. Alors évidemment, on ne pourra pas le créer uniquement avec des personnalités politiques européennes, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut donner une vision d'avenir, ça doit aussi se créer au niveau européen. Il faudra être en capacité de rendre ce discours-là intelligible. Alors ça demande une bonne articulation avec l'échelon national. Et on sait comment ça fonctionne avec l'échelon national. On a souvent tendance à à nationaliser les victoires et européaniser les défaites. Mais il faudra également que cette impulsion-là, les politiques européennes osent le faire. Et c'est pour ça que l'enjeu des élections européennes, elle est importante, parce que vous disiez que personne n'élu la présidente de la Commission européenne. Le Parlement européen vote en fait pour la Commission européenne. Ils sont en capacité de la refuser, la présidente de la Commission européenne. En 2019, ça s'était joué à 9 voix. Donc le vote qu'on fera le 9 juin prochain aura une influence sur la politique européenne de manière générale et sur le récit qui en découlera. Mais je suis bien sûr d'accord avec tout ça. Mais quand je dis personnaliste, c'est le citoyen, quoi. Le citoyen qui se dit, tiens, j'ai mis un bulletin dans l'urne pour telle personne. Mais l'exemple de Jacques Delors est intéressant. Après ça, ouais. Mais en tout cas, on a vraiment une question de dynamique et de gouvernance au niveau européen. Et que les carrières se font au niveau national. C'est ça le problème. Enfin, Alors, maintenant, on va passer à une phase d'échange avec l'assistance, avec le public. Adam, est-ce que tu peux prendre un micro du coup pour collecter les questions? Donc on va passer par bouquet de questions et si vous voulez dans votre intervention, vous pouvez préciser à quel panéliste vous vous adressez. Alors je vais faire un truc qui ne se fait pas. J'ai envie de réagir très très rapidement à ce que vient de dire, mais pas en tant qu'organisateur, pas en tant que le LIER, mais vraiment en tant qu'ancien ancien étudiant en droit qui est sorti d'études et je croyais vraiment dans le droit public et du coup je me suis retrouvé à bosser pour un cabinet de conseil en affaires publiques comme lobbyiste stagiaire
et ce que Camille a dit tout à l'heure, qu'on a essayé de créer, a essayé de prouver que le Nutri-Score était là pour faire couler l'industrie alimentaire française, c'était nous. Voilà. Ça, on l'a fait pour une des plus grandes associations agroalimentaires françaises, qui disait, mais en fait, nous, notre intérêt, l'intérêt de l'agroalimentaire français, c'est de foutre en l'air ce Nutri-Score. Oui, la santé, oui, l'environnement, mais où est l'économie française derrière tout ça? Donc, je pense que c'est intéressant un peu d'insister que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts dans ce débat européen, dans ce débat environnemental, dans ce débat de santé, environnement, etc. Parce qu'il y en a qui n'ont pas que la santé de la population en tête. Pardon. Et maintenant, la question. Ouais, moi, j'ai envie de réagir parce que je me sens vraiment en décalage, quoi, par rapport à pas mal de choses. Et alors déjà, par rapport à la première intervention de François Gémen, et encore par rapport à cette intervention, et encore par rapport à la réaction d'intervention, dans le sens où j'ai l'impression qu'on présente comme si c'était il y avait une voie, et que cette voie, c'était les énergies renouvelables, la voiture électrique, etc. Et en fait, pour moi, cette voie, elle est extrêmement questionnable, quoi. Enfin, c'est vraiment pas. Enfin, il y a de l'extraction minière, il y a les pays du Sud, etc. À quel point on considère tout ça, quoi. Et pour moi, ces questions-là, elles ne sont pas posées. Alors, vraiment présenter ça comme si c'était la voie à suivre, enfin, vraiment, ça me pose vraiment problème. Et ouais, je me dis qu'on devrait vraiment avoir un questionnement sur voilà, si on pense la place de l'Europe dans le monde, on doit penser aussi à voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces questions, par rapport aux pays qui sont peut-être moins développés que nous. Est-ce qu'on va faire de l'extraction minière chez eux? Qu'est-ce qu'on décide? Enfin, si on prend ces questions d'un point de vue global, l'environnement et le changement climatique, enfin, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être en gros décalage, quoi. Allô? Parfait. Peut-être une question qui rentrait un peu en tout cas qui s'en rapproche de l'intervention précédente. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions, c'est très, très intéressant. Et j'en profite pour vous poser la question de quelle place y a-t-il à la sobriété dans ce monde-là? On parlait de la question des finances, on parlait de la question de l'agriculture, des voitures. Est-ce que en Europe 2050, il y aura 40 millions de voitures, en tout cas en France 2050, il y aura 40 millions de voitures électriques ou on se restreint? Voilà. Je viendrai un petit peu abonder dans le sens des deux dernières questions. Finalement, les discours qu'on a entendus jusqu'à présent ne remettent pas fondamentalement en question les modèles de fonctionnement, les modèles économiques et les modèles politiques. Alors, est-ce qu'on a vraiment peur de dire que tout ça, c'est quand même une affaire de choix politique? C'est vrai, enfin bon, que là, la voiture électrique en 2040, ben oui, mais pourquoi l'électricité? Il faudra bien la produire, donc on ne fait que déplacer les pollutions, même si au total ça pollue un tout petit peu moins, là où ça polluera quand même, ça dégagera trop de chaleur aussi, etc., pour ne prendre que cet exemple-là. Bon, la consommation, je pense qu'à Foodwatch, on sait très bien que dans les pays industrialisés, on mange beaucoup trop. Je n'en veux pour preuve que la crise sanitaire que ça engendre entre l'obésité et on mange trop et mal. Donc entre l'obésité, les problèmes de perturbateurs endocriniens, etc., etc. Donc bon, moi, je suis
complètement convaincu effectivement qu'il faut traiter à la fois les questions environnementales, climatiques et sociales, mais la question sociale, ça va très loin. Et puis, je veux dire, à la limite, est-ce que l'objectif, c'est pas avant tout la question climatique, mais c'est vraiment la santé de l'ensemble du vivant. On va déjà prendre ces 3 questions. Du coup, alors sur le thème de la sobriété, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui se sent d'y aller, ou Mathilde? Non, mais moi je peux commencer à dire quelques éléments. C'est sûr que ce qu'on a tracé là depuis le début de la séance, c'est l'histoire du Green Deal, son contenu, ce qui a pu être adopté dans le Green Deal et ce qui n'était pas. Alors après, c'est certain que on n'a pas fait l'analyse ici approfondie du contenu du Green Deal du départ déjà. Nous, à l'Institut Veblen, on avait publié une première note assez vite en 2020 pour justement montrer les incohérences, les insuffisances, et on avait pointé très rapidement le fait que les enjeux de sobriété étaient très peu présents dans ce logiciel-là, et ça reste un logiciel de transformation de l'économie européenne avec quand même un accent fort sur les solutions technologiques, sur la digitalisation de l'économie européenne, etc. Après, je le mentionnais en introduction, normalement, il y avait un double objectif dans le Green Deal, à la fois la neutralité sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la question de trouver un modèle de croissance décorrélé de l'utilisation des ressources. Alors là, si on le prend au pied de la lettre, c'est un objectif extrêmement ambitieux, et en fait, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et quand on regardait justement les documents de départ de la Commission, quand elle a présenté ça, elle disait un peu comme si le découplage, c'est bon, c'était quelque chose déjà en route. En réalité, on observe un découplage sur les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est vrai, mais sur l'utilisation des ressources, il y avait un rapport de l'Agence européenne de l'environnement qui montrait qu'on était extrêmement loin du compte, et tous les textes qui ont vu le jour sur l'économie circulaire, sur le fait d'être beaucoup moins utilisateur dans le métabolisme de l'économie de l'Union européenne de matières premières, ça monte, enfin, on en est au balbutiement et on est très très loin d'aller vraiment vers cet objectif-là. Est-ce qu'il sera gardé dans les objectifs de la prochaine mandature? Cet objectif, personnellement, j'en doute. Enfin, on entend, c'est vraiment l'héritage déjà sur la partie climatique, énergétique qui est discutée. Toute la partie, on l'a dit, vivant, biodiversité, nature, elle a été déjà très très fortement mise en échec. Et ce volet-là sur les matières premières et l'utilisation des ressources, c'est encore un chantier énorme qui reste devant nous. Et je voulais justement faire le lien dans les derniers accords de libre-échange qui sont promus par la Commission européenne. Elle met beaucoup en avant aussi le fait que ça va nous donner accès aux matières premières critiques dont on a besoin pour la transition énergétique. Et c'est une des raisons pour lesquelles certains groupes, y compris des groupes politiques des Verts, ont voté en faveur de certains accords récents de libre-échange. De notre point de vue, la façon dont ces accords-là sont bâtis, elle est effectivement pas du tout satisfaisante parce qu'elle enferme en plus les pays en question dans un modèle extractiviste sans regarder exactement quelles sont les conditions en plus sociales et environnementales dans lesquelles c'est fait. Et on le voit quand on a des débats sur le fait de rouvrir certaines exploitations minières sur notre propre sol, toute la sensibilité du sujet que ça peut générer. Donc non, là, sur ce plan-là, moi je suis d'accord avec vous qu'il y a un chantier énorme. Après, sur la voiture électrique, on a sorti un livre récemment à l'Institut Veblen. Il y a beaucoup de choses à en dire, mais dans tous les scénarios, même les plus ambitieux de négawatts, etc., malgré tout le report modal, le vélo, etc., il reste un rôle important pour la voiture individuelle. Et on est encore loin d'avoir atteint même ces scénarios-là. Donc je pense qu'il y a de toute façon beaucoup de choses à poursuivre pour les réformes qui sont déjà engagées.
Sur le sujet de la sobriété, 2 ou 3 mots de plus. Oui, bien sûr. Je pense que la question de la sobriété, elle est extrêmement intéressante. La réalité, c'est que c'est, toutes choses égales par ailleurs, c'est, allez, on va faire bref, c'est la solution. Sauf que nous sommes dans un système économique qui est construit sur l'inverse de la sobriété. Tout le système repose sur un principe très très simple, l'offre crée la demande. Donc on crée une offre, et puis il va y avoir de la demande, et vous avez un nouveau produit, vous ne saviez même pas hier qu'il existait, puis tout d'un coup, vous êtes super content d'acheter le produit dont vous ne saviez même pas il y a un an que vous ne pouviez pas vivre sans. Ça, c'est juste le contraire de la sobriété. Tout le système repose là-dessus. Et donc là, on a une schizophrénie complète du système. Quand on entend certains politiciens de haut niveau nous dire « Ah, vive la sobriété », et les mêmes, aujourd'hui, l'un des discours dominants, c'est le fait de dire il y a de la croissance aux États-Unis bien plus grande que dans l'Union européenne, c'est un fait. Voilà, il suffit de mesurer le PNB et on le voit. Ah, ça ne va pas du tout, il faut que l'Europe rattrape les États-Unis et fasse autant de croissance, donc on va prendre des mesures pour. On peut débattre de tous les arguments. Il y a des arguments, vous les entendez pris isolément, tiens, ça a du sens parce que ceci, cela, on peut. Bon, voilà. Sauf que c'est complètement incompatible. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est absolument pas compatible. Et donc là, on voit bien qu'on a un problème de. Bon. Et je peux vous dire, et je vois bien ce que vous disiez dans les différentes questions. Si je peux me permettre de partager quelque chose de presque très personnel, dans une organisation comme Finance Watch, avec mes collègues, parfois on se dit, mais on est complètement schizophrène. Parce que dans un sens, on veut être dans le débat, et puis les gens qui nous dirigent, commission, conseil et parlement, si on ne leur parle pas des dossiers sur lesquels ils travaillent, vous êtes gentils, mais vous ne nous intéressez pas. Donc il faut leur parler des dossiers sur lesquels ils travaillent. Donc on plonge dans les dossiers. Le système, on va dire, pour faire très très simple. Et donc on dit, tiens, on va essayer d'améliorer tel dossier. J'en ai cité un tout à l'heure, en disant, tiens, c'est un petit succès. Oui, d'accord. Et puis après ça, si je prends un peu de recul, oui, mais c'est complètement dans un système qui va pas changer la donne, soyons très clairs. Donc voilà. Donc est-ce qu'on fait bien de faire bouger un tout petit peu la ligne dans un certain sens, dans un système qui ne va pas évoluer? Ou est-ce que, et ça c'est l'autre phase de la schizophrénie, est-ce qu'on dit, tout ça, c'est pas le bon système, il faut en changer. Sauf que là, il y a plus grand monde qui vous écoute dans les décideurs et vous n'avez pas d'influence. Voilà, on jongle entre les deux. J'assume complètement et c'est pas simple. Tu veux prendre la parole aussi sur ça, peut-être par l'efficacité énergétique? Ouais, mais surtout sur le concept de sobriété. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a fait une forme de sobriété récemment avec ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on a réussi à se mettre d'accord sur des objectifs de réduction de la consommation de gaz. On s'est mis globalement ensemble pour réduire de 15% notre consommation de gaz. Et lorsqu'on regarde ça, on a un bilan qui est clairement mitigé. Pourquoi? Parce qu'on a eu des changements de comportement, mais en grande partie, ces changements de comportement ont été opérés sous la contrainte. C'est-à-dire que la pression économique a conduit à ce type de changement de comportement. On l'a eu pour les foyers, notamment les plus modestes, qui ont dû réduire leur consommation d'énergie. Et puis on l'a eu également pour la part des industriels qui ont fait un calcul économique très simple et qui se sont rendus compte qu'il était plus rentable de produire et qui ont arrêté leur production. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ça au niveau français et au niveau européen pour faire en sorte que cette sobriété-là, cet ersatz de sobriété, on puisse tenter de le rendre périn dans les limites planétaires. Et là-dessus, l'un des éléments clés pour moi, c'est la question de l'investissement. Pourquoi? Parce que si vous voulez permettre à la sobriété de voir le jour, il faut investir dans des alternatives non carbonées. C'est-à-dire des alternatives qui vous permettent justement de reporter vos usages qui existent à l'heure actuelle dans d'autres types d'usages qui sont des usages plus sobres. Dit autrement, si vous voulez vous passer de la voiture individuelle, il faut investir dans le transport ferroviaire. Si vous voulez vous passer de la voiture individuelle, il faut vous investir dans les transports en commun. Et là-dessus, on est dans une tension permanente entre comment faire la transition énergétique en période d'austérité. Pourquoi? Parce que la sobriété, elle n'aura pas de retour sur investissement à très très court terme. Et là-dessus, il faut bien comprendre qu'il faudra réussir à changer les comportements autrement que les simples éco-gestes dont on a vu la promotion jusqu'à présent et qui sont insuffisants en fait pour permettre d'atteindre nos objectifs climatiques. Néanmoins, il est quand même important, je pense, de rappeler que la sobriété, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la transition énergétique et elle devra arriver avec d'autres types
de leviers d'action. C'est l'efficacité énergétique, tu viens d'en parler. C'est également le développement massif de l'électrification en substitution des énergies fossiles. À l'heure actuelle, 2/3 de l'énergie que l'on consomme au quotidien, ce sont encore des énergies fossiles. Et l'objectif à très court terme, c'est de tenter de se substituer à ces énergies fossiles. Le meilleur moyen pour le faire, c'est d'éviter de surconsommer. Le deuxième moyen, c'est de produire de l'électricité décarbonée. Camille, je te laisse la parole sur les aspects peut-être. J'ai le droit de jouer avec la sobriété, moi aussi. Du coup, c'est essentiel, cette question de sobriété, elle est centrale, elle est même, à mon avis, extrêmement liée à la question de souveraineté. Hein. Si on veut de la souveraineté, il faudra de la sobriété, surtout en agriculture. Alors, je ne connais pas les milieux de l'électricité et des voitures, désolé, du coup, je parle vraiment alimentation, agriculture. Mais par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a quand même besoin, et je reviens là-dessus, et je suis un peu terre à terre là-dessus, mais moi, quand je discute à droite et à gauche, genre déjà dire aux gens qu'ils n'auront plus le droit d'avoir une voiture thermique en 2035, ça passe pas. Mais si en plus on leur dit vous ne pourriez pas rouler en voiture, mais ce monde-là, on n'arrivera jamais à emmener personne avec. Du coup, moi je me pose la question encore une fois, est-ce que là on a encore une fois à pointer du doigt une responsabilité individuelle? Et du coup c'est pour ça que moi j'aime bien faire ça à Foodwatch, c'est que nous on est assez souvent à dire, est-ce que la responsabilité est vraiment sur le consommateur et sur l'individu? Pourquoi ne pas retourner cette responsabilité, ne pas la retourner sur les entreprises? Pourquoi ne pas la retourner sur en fait ces fameux éco-gestes qu'on nous a mis pendant 30 ans pour nous dire vous avez sauvé le climat en fermant l'eau du robinet, alors que Suez de l'autre côté laisse le robinet ouvert. En fait, ça n'a aucun sens. Et du coup, il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de reporter fortement l'action sur les industriels. Et nous, on fait énormément ça à Foodwatch, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit oui, mais les gens, ils ne devraient juste pas acheter ça. Et moi, je dis non, en fait, les industriels ne devraient pas les mettre dans les rayons. Et c'est aux politiques d'empêcher les industriels de les mettre dans les rayons. C'est pas au consommateur, quand il est dans les rayons, d'essayer de se poser la question est-ce que tel produit ou tel produit va être bon pour ma santé, va me tuer ou pas? Ça devrait juste pas être là. Et du coup, c'est bien une question de volonté politique et d'encadrement des industriels. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre dernière intervention. Et je ne voudrais pas poser une question, mais plutôt que donner un exemple d'entreprise qui intègre la sobriété dans leur stratégie. C'est une entreprise de fabrication de câbles, Nexan, pour ne pas faire de publicité, qui dit très clairement qu'il ne donne plus d'objectifs de croissance physique à ses équipes, éventuellement de la croissance de valeur en intégrant mais plus de croissance physique, et qui également a décidé de ne plus fournir de produits à des clients qui n'organisent pas le recyclage des produits usagés ou obsolètes qu'ils ont dans leur... Voilà, donc je suis vraiment tout à fait d'accord. Je crois que ce n'est pas sur le consommateur final que l'effort doit peser, c'est essentiellement sur le système productif. Bonsoir, merci à tous pour vos interventions. La question que j'avais pour vous, en fait, c'était de savoir comment vous interprétiez l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rendu, je crois, le mois dernier, et qui a condamné la Suisse pour inaction climatique à la demande d'un collectif de citoyennes. Je voulais savoir comment vous interprétiez ce précédent, en fait, en termes d'impact potentiel pour les politiques au niveau européen, en termes peut-être de peur, justement, que ça peut générer. Et puis aussi de voir quelle perspective ça ouvre aussi pour la société civile en termes d'action, de recours, et ce que vous voyez peut-être déjà à votre niveau. Voilà. On va partir sur deux questions. Mathilde, je te donne la parole. Merci, pardon. Je peux en dire un mot parce qu'on l'a regardé de près, parce qu'on avait nous-mêmes aidé à l'introduction d'un autre recours
qui est un recours qui a été déposé par 7 jeunes qui sont des victimes du changement climatique en Allemagne, en Belgique, en Grèce, en Suisse, en France. Et je crois que j'ai dû en oublier. Et donc, victimes d'inondations, de tempêtes, de feux, d'incendies, etc. Et qui ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme contre une douzaine d'États pour leur participation au traité sur la charte de l'énergie. Ils ont fait ça en juin 2022 pour justement essayer d'obtenir une décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur le fait, que effectivement les États ont bien une obligation à agir sur le plan climatique pour protéger les droits humains, et essayer de montrer que la participation à ce genre de traité était incompatible avec cette obligation positive à agir. Et du coup, ce recours a été déposé en juin 2022, et la Cour européenne des droits de l'homme avait répondu qu'elle allait traiter d'abord les 3 premiers cas, donc les grands-mères suisses, l'affaire de Damien Carême sur Grande-Sainte, et un 3e cas qui était celui de jeunes Portugais qui avaient été victimes aussi d'incendies au Portugal. Elle est d'abord allée au bout de ces 3 procédures-là, et elle examinerait ensuite une autre série de recours sur l'action climatique. Et de fait, on a été très, très heureux de voir que la Cour européenne des droits de l'homme avait donné suite favorablement à cette action des grands-mères suisses, parce que pour la première fois, elle dit explicitement qu'effectivement, il y a une obligation des États positive à agir sur la lutte contre le changement climatique, et que dans l'espèce, tous les recours qui avaient été menés par ces grands-mères suisses au niveau national n'avaient pas été fructueux, et que donc elles avaient tout à fait... elles étaient dans leur droit de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Après, il faut voir ce que ça génère comme retombées concrètes. Ce qui est intéressant, c'est que ça met la pression sur un gouvernement suisse qui jusqu'à maintenant était trop peu ambitieux, trop timide sur ces sujets-là. Après, il y a eu aussi un mouvement de rejet, dire que c'est pas une juridiction extérieure de donner des indications aussi précises à un gouvernement comme la Suisse. Donc ça génère beaucoup de débats politiques. Il faut voir quelles seront les prochaines étapes. En tout cas, c'est évident que du côté de la société civile, ça donne plein d'idées pour pouvoir utiliser aussi ce levier-là. On l'a vu aussi en France, que ce soit le recours sur l'inaction climatique ou le recours sur la protection de la biodiversité qui ont été gagnés par des associations. C'est aussi des leviers importants pour à un moment qu'il y ait justement le juge se prononce sur le degré d'ambition de l'action, et c'est un moyen de pousser à aller plus loin. Après, on ne s'arrête jamais à la décision de justice, et ça n'est qu'un levier. Je te la parole par rapport à ça. Effectivement, c'est un instrument extrêmement puissant, le droit du climat ou le droit de l'environnement, notamment quand il commence à y avoir des contentieux contre les États. Ça crée effectivement un fort aiguillon pour ce gouvernement-là de réagir et de mettre en place ses politiques. Après, effectivement, c'est pas une solution miracle, et notamment, ça peut même parfois avoir des effets de bord non anticipés. Je donne l'exemple dans les Pays-Bas, où c'est leur cour constitutionnelle qui a condamné le gouvernement des Pays-Bas pour inaction sur le problème de la pollution à l'azote. Le gouvernement a réagi en disant du coup, décision, je baisse de 30%, je fixe comme objectif juridiquement contraignant de baisser de 30% mon cheptel. La réaction a été assez immédiate, mouvement populiste qui est apparu aux Pays-Bas, et ça a été le début de la bérésina sur tout le volet environnemental européen. Donc, et vraiment, je n'exagère pas, c'est le BBB quand il est apparu. Toute la droite européenne a été mortifiée de voir qu'un électorat qui leur paraissait conquis, en fait, pouvait se retourner contre eux. Et ils sont tout d'un coup dit que le pacte vert, on allait faire plutôt une pause. Et c'était vraiment le mot qui a été utilisé. Donc vraiment attention à cette arme qui est effectivement très très puissante, mais du coup qui peut avoir des effets de bord si ce n'est pas accompagné d'autres mesures de mobilisation et de prise de conscience. Moi, je voulais juste partager une expérience pareille passée de ces questions d'action juridique, parce que j'ai un passé à France Nature Environnement avant.
Et du coup, je trouve aussi que les actions juridiques ont la capacité aussi à empêcher de reculer. Et quand on voit, en fait, j'ai beaucoup travaillé pendant longtemps à empêcher de réguler la réglementation. C'est tout aussi important que de pousser à changer le système. C'est-à-dire que là, on l'a vu en 3 mois, on a pris 5 ans en arrière et ça va être très très long à remonter. Et du coup, il est tout aussi important de travailler à caler les avancées qu'à pousser le système pour le changer. Et du coup, juste pour se dire que je pense que les actions juridiques permettent aussi ça. Elles permettent de verrouiller un certain nombre de choses. Et je pense que des assos comme France Nature Environnement, entre autres, le font très bien au niveau local, dans les luttes locales, pour s'assurer justement qu'on ne revient pas trop en arrière, quoi.